Suite de cette semaine dans le monde, on va marquer une toute petite parenthèse pour voir les dessins sur la Turquie, le sujet qu'on évoquait à l'instant. Oui, alors pas de dessin de Turcs vivant en Turquie, puisque l'autocensure fait son œuvre, mais ce dessin du français Pinter qui montre un petit clin d'œil, puisque le croissant du drapeau turc s'est transformé en une énorme paire de ciseaux qui surplombe tout le matériel du journaliste et qui fait évidemment référence à la censure du réseau satellite qui a eu lieu en début de semaine. Et ce dessin de Ribert, qui est paru dans le quotidien Sivenskan, la mégalomanie dont on parlait tout à l'heure d'Erdogan, qui est ici, je trouve, assez poétiquement représenté par son turban qui a gonflé de telle sorte qu'il constitue le ballon de sa montgolfière. Et si l'on regarde l'assise, c'est un personnage qui ne doit ni voir, ni entendre, ni parler, puisqu'il contrôle très strictement tout ce qui se dit sur son image. Je finis juste pour vous montrer ce dessin de Firuz Koutal, qui est un Turc qui vit en Norvège et qui montre un petit peu le chaos qu'il imagine pour ces élections législatives à venir. On voit certains personnages donnant leurs instructions de vote. Bref, c'est vraiment une vision assez chaotique et assez peu optimiste de ce qui va pouvoir ressortir de ces prochaines élections législatives anticipées. Avec une urne boulée au pied, donc sur cette démocratie entravée en Turquie. On va continuer à parler d'élections dans cette semaine dans le monde, celle qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire avec cette très large victoire d'Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle. 83,6% des voix, une large abstention tout de même, 47%. Alors déjà, on va parler de ces chiffres. Les partisans de Laurent Gbagbo, pour certains, appelaient au boycott de cette élection. 47% d'abstention. Est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre ce chiffre et le mettre à leur crédit ? Partiellement, oui, parce qu'effectivement, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas sortis parce que le candidat n'était pas évidemment dans la course. Il faut se souvenir qu'il y avait une coalition de l'opposition qui s'était mise en place, la coalition nationale pour le changement, la CNC, qui était composée des principaux adversaires d'Alassane Ouattara. Alors certains sont allés jusqu'au bout de la course, d'autres ont jeté l'éponge, si je puis dire, avant le scrutin. Et c'est vrai que ça a dû évidemment avoir un effet dans l'électorat. Mais ce n'est pas simplement ça. Je pense qu'il y a aussi dans l'électorat le souvenir de 2010, de la crise post-électorale. On parle de crise post-électorale, mais il y avait eu une guerre en réalité. Donc je crois que le souvenir de la guerre est encore resté présent dans les mémoires. Il y a une forme de désenchantement également qui a amené certains électeurs à rester chez eux. Et puis il y a encore dans le pays, évidemment, les partisans de Laurent Gbagbo, l'ancien président qui est aujourd'hui incarcéré à La Haye, qui se sentent d'une certaine manière exclus du jeu politique. Et cet électorat existe également. Alors si vous additionnez tout cela, vous avez un taux d'abstention effectivement assez important comparé à 2010 où le taux des électeurs avait atteint 80% quand même. On est aujourd'hui à 53% et à peu de choses près. Alors, c'est vrai qu'il y a ce score impressionnant, certains parlaient de plébiscite, mais il faut évidemment savoir raison garder parce que ce n'est pas un plébiscite dès lors qu'on se penche sur le taux d'abstention. Alassane Ouattara s'est fortement appuyé sur son bilan économique. Je pense également qu'il y a des électeurs qui ont voté pour Alassane Ouattara parce qu'ils veulent tourner justement le dos à cette période sombre, cette période qui a duré quand même de 2002 à 2011, longue période de crise. Et je pense que les électeurs aujourd'hui ont envie d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, alors vous aurez remarqué quand même que, et ça c'est la bonne nouvelle finalement, il n'y a pas eu de violence. Un confrère ivoirien a parlé d'élection zéro mort. Ce n'est pas rien comme expression. Et ça, c'est à mettre quand même au crédit des 4 ans qui viennent de passer de ce régime. François Hollande et aussi les États-Unis, donc la France, les États-Unis, tous deux ont voulu voir ça, c'est-à-dire cette ouverture dans la voie vers la paix donc, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vraiment ce plébiscite d'Alassane Ouattara, ça lui libère les mains pour entamer la réconciliation nationale réellement ? Justement, quand on voit cette bénédiction internationale française et américaine rapide pour reconnaître et dire que tout s'est bien passé dans cette élection, on sent le soulagement de cette communauté internationale de voir que ce scrutin s'est relativement bien passé, qu'il n'y a pas eu de mort, que ces résultats n'ont pas provoqué la réaction violente de l'opposition. Il reste que ce score soviétique, tout le monde l'a utilisé, est propre. Oui, mais une élection crédible selon les observateurs. Selon les observateurs, mais le score de 83% est suffisamment, entre guillemets, africain
pour s'interroger sur le côté démocratique et représentatif de cette élection. Moi c'est ça qui me gêne. Il y a eu avant, il y avait les élections en Guinée, on craignait la réaction de l'opposition, on se disait déjà que ça allait provoquer des émeutes et des déstabilisations sécuritaires. Donc il y a ça. Donc, doit-on s'estimer heureux que dans ce pays-là, qui est dangereux, qui a vécu les événements de 2010, avec toute cette guerre civile qui a eu lieu, de voir que malgré tout, ils ont réussi à organiser une élection, même avec un score soviétique, et à reconduire Alassane Ouattara. Ça, il faut voir, c'est la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Maintenant, tout reste à faire, c'est le début. Toute la question, que fera Alassane Ouattara de ce mandat? Quels sont les enjeux pour lui, pour la réconciliation, pour le développement économique, pour la répartition des richesses, pour un certain nombre de questions essentielles pour ce pays? Ça, on va le voir à l'œuvre. Le chantier le plus important, c'est la réconciliation, évidemment. On parle beaucoup en Côte d'Ivoire de la réconciliation des cœurs, on le dit beaucoup. Hein. Et c'est vrai que cette réconciliation reste inachevée. Et la question du processus judiciaire post-conflit reste aussi posée. C'est ça, dans 2 semaines, on a le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui s'ouvre à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y a encore un risque là que la Côte d'Ivoire s'enflamme? Le spectre de la rancune est toujours là en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'amertume. Les partisans de Laurent Gbagbo réclament toujours le retour de leur champion au pays. C'est vrai que cette question reste passionnelle et c'est quand même l'ombre, je dirais, sur cette actualité plutôt heureuse de cette élection apaisée. Vous aviez parlé de représentativité. C'est vrai qu'on peut se poser la question sur le score, c'est évident, mais si on prend en compte le fait que ce sont majoritairement les partisans du pouvoir qui sont partis voter, on peut comprendre évidemment qu'il y a ce score, mais c'est vrai que la première élection en Côte d'Ivoire post-conflit, c'est peut-être la première élection aussi apaisée que le pays connaît depuis 15 ans. Il faut peut-être espérer que dans 5 ans, on ait une élection beaucoup plus ordinaire et plus démocratique. Oui, puis le mettre en perspective, une forme d'humilité, parce que c'est quand même 80% de près de 60%, donc c'est 40% des voix. Donc lui, le premier, il doit être très modeste et il a encore beaucoup de cœur et de voix à conquérir, et puis de mettre en perspective ces élections avec ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe parce que l'Afrique, c'est la grande question, c'est la grande question du futur. Donc cette élection s'étant passée comme elle s'est passée, c'est plutôt rassurant et ça permet de mettre en perspective un petit peu la région, d'organiser la région d'une autre façon. Oui. Quelques dessins sur la Côte d'Ivoire? Oui, ces dessins nous ont été envoyés pour la plupart par Lassane Zohoré, qui est notre dessinateur correspondant, on va dire, en Côte d'Ivoire. Il a créé et il est directeur de publication du journal Biche, qui a vraiment une très grosse diffusion sur place. Il nous a d'abord envoyé ce dessin qui montre Ado devançant ses adversaires. Vous attendez quoi? J'ai déjà donné le coup d'envoi et on voit Ado qui a déjà au moins plusieurs mètres d'avance sur ses concurrents. Ado avait dit qu'il mettrait un chaos, et donc cette phrase a inspiré la métaphore sportive. Ado, je précise que c'est Alassane Ouattara, parce que c'est pas évident pour tous nos téléspectateurs. Oui, c'est son surnom. C'est son surnom sur tous les dessins, c'est vrai qu'il est qualifié par ce surnom. Et donc, la métaphore sportive a été employée par plusieurs dessinateurs, toujours dans le journal Biche, ici, Ado vainqueur par KO, et le dessinateur Willy the Kid, qui vit en France, mais qui est originaire du Congo et qui a vécu en Côte d'Ivoire. Pareil, qui utilise la métaphore de la boxe, Ado 83,66%. Il a bien amoché son premier adversaire. Et si on zoome un petit peu, on voit que le dernier qui n'est qu'à moins de 3%. Pascal Affi-N'Guessan, qui sert d'arbitre. Lui, il est vraiment complètement mis KO. Et qui a félicité Ado dès le lendemain du scrutin. Oui, il y a quand même eu une certaine paix, j'allais dire, autour de cette victoire. Et un petit dessin pour nuancer un petit peu l'enthousiasme qu'il y a eu autour de cette élection, puisque à Yopougon, les populations refusent le bureau de vote, tandis qu'à Ababo... Puisqu'elles sont majoritairement pro-Gbagbo. Voilà, tandis qu'à Ababo, dont on sait que les populations sont... Dans le nord, pro-Ouattara. Pro-Ouattara, les bureaux de vote refusent du monde. Il y a eu quand même quelques soupçons de paiement contre des votes. Donc, il faut nuancer un petit peu. On a un pays divisé, quand même globalement positif. Un pays divisé. Moi pour... synthétiser en fait ma pensée sur ce sujet-là, c'est de dire que quand on en est réduit à se féliciter qu'une élection s'est bien passée de manière paisible et que l'opposition n'a pas réagi violemment,
ça nous montre à quel point en Afrique on est encore très très loin de l'acte démocratique et que cette culture de la démocratie est encore très loin. Donc, il n'y a pas encore si longtemps, on parlait du miracle ivoirien. C'est aussi parce qu'il y a eu ces violences. Donc, dans le contexte ivoirien, ce constat est intéressant. Ouais. Mais il y a d'autres pays où ça se passe sans qu'il y ait évidemment le même schéma, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas en Afrique en général. Aujourd'hui, on voit la diversité des situations en Afrique et il faut bien insister là-dessus. On va finir cette semaine dans le monde avec, en revenant en France, avec le 10e anniversaire des émeutes dans les banlieues qui avait commencé avec la mort de 2 adolescents, Ziad Benna et Bouna Traoré, dans un transformateur à Clichy-sous-Bois. Vous vous en souvenez sans doute. À l'époque, les violences avaient duré 3 semaines en France. L'état d'urgence avait été décrété, c'est un fait rarissime. Ces émeutes, elles ont surpris à l'étranger, puisqu'on est sur France 24. On avait décrit à l'époque de l'étranger une France en état de guerre. L'état d'intifada des banlieues. À l'époque, c'était les images qui sortaient de France vers l'international. C'était le pays était à feu et à sang. D'ailleurs, c'était tellement vrai qu'à l'époque, il y a eu l'état d'urgence. En France, c'était la première fois, la seconde fois depuis la guerre d'Algérie. Enfin, la première fois depuis la guerre d'Algérie où on a l'état d'urgence. Il y avait eu la guerre d'Algérie pour laquelle l'état d'urgence avait été créé. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie où il y avait eu des violences quand même très très graves. Et donc, cette fois-là... Alors, les banlieues, moi sur cette question-là, j'ai deux séquences, en fait. Il y a la séquence Sarkozy avec son Karcher, le fait qu'il... Qui était à la dalle d'Argenteuil deux jours, je crois, avant la mort de Ziad Bouna. C'était ce côté viril de la droite, je veux régler les problèmes avec la force, avec le volontarisme, avec de la droite. Et puis, il y a aussi le positionnement de la gauche, qui est celui, entre guillemets, de ne rien faire qui peut déstabiliser ou gêner, en subissant les effets de la crise. Là maintenant, par exemple, la gauche, François Hollande a été élu par le peuple de gauche, le peuple de banlieue, pour justement régler des problèmes de banlieue. Et quand on voit son bilan, les ghettos sociaux sont toujours là, l'ascenseur social ne marche pas, il y a eu quelques rénovations urbaines, même avec 48 milliards d'euros, quelques rénovations urbaines, mais dans la mentalité, dans la manière de vivre la banlieue et la marginalité, on est toujours sur les mêmes problèmes et on a toujours les mêmes ingrédients qui peuvent demain participer à une nouvelle explosion. Donc il y a ça, c'est cette réalité-là, 10 ans après, elle existe toujours. Et ça parce qu'à un moment donné, sous l'effet de la crise, et je crois que Nasser Ketan pourra me confirmer ça, l'État a coupé un certain nombre de subventions d'un certain nombre d'associations qui animaient ces banlieues, ce qui fait qu'on a laissé un boulevard immense à un certain nombre d'associations qui portaient un discours radical, qui portaient un discours de rébellion contre l'État, contre la République et tout ça, et on se retrouve assis sur un baril de poudre qui peut exploser à n'importe quel moment. Bon, moi, je me rappelle, en 2005, on avait l'ensemble de la presse internationale, médias, tout confondu, c'était chez nous. Ils étaient là parce que la France était à feu et à sang, ils voulaient comprendre. Donc nous, on offrait une grille de lisibilité et de visibilité. Mais est-ce que la société française, elle comprenait même ce qui se passait dans ces banlieues ? Ce qui s'est passé, c'est que 20 ans après la marche de 83 et Convergence et la marche des droits civiques de 85 que j'avais lancée, rien n'était réglé. Je veux dire que l'élan républicain des jeunes des années 80, en 2005, c'était plus ça. Donc les gens se sentaient exclus. Mais à l'antenne, on avait les gens de ces banlieues qui disaient... Nous sommes dans notre vie, nous aimons la France, nous aimons la République, arrêtez de nous stigmatiser. Pourquoi nous ne sommes pas dans la République ? Pourquoi vous nous laissez en dehors de la République ? C'était ça, et c'était un espèce de cri d'amour à la fois vers la France, et les gens ne comprenaient pas. On avait des moments d'émotion et de radio à l'antenne qui étaient extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après, on se retrouve dans des formes, bien sûr, de radicalisation, mais qui sont très marginales, et ça je le conçois, parce que ça c'est d'abord sur Internet, mais on se retrouve avec des quartiers laissés, je veux dire, il y a des imams, il y a un certain nombre de courants religieux qui foncent un petit peu sur le désert moral, sexuel, économique de ces régions. Et je veux dire qu'aujourd'hui, la gauche et la droite devraient dire stop, devraient arrêter de s'envoyer les banlieues à la figure. La banlieue, c'est la France, c'est la République. Il y a un maillage qu'il faut installer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'associer tous ensemble. Parce que c'est, par exemple, le Grand Paris, l'histoire du Grand Paris, de Paris au Havre, etc., c'est peut-être l'occasion de faire des banlieues un Grand Paris. Donc d'arrêter même ce mot de banlieue qui est
très marginalisant, très stigmatisant. Alors, vous le dites très bien, les banlieues, c'est devenu un élément du débat politique aujourd'hui en France. Et de ping-pong électoral. Alors, France 24 est retourné à l'occasion de son émission 7 jours en France, que vous verrez sur notre antenne, à Clichy-sous-Bois. On a rencontré Samir Mi, un proche des familles de Ziad et Bouna, qui nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, lui, il parle de révolte, il parle pas d'émeute dans les banlieues, et il nous dit, ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, quand on s'est révolté, la société française a pris conscience que les banlieues existaient. Donc quand vous parlez de cris d'amour, en fait, ce qui est terrible, c'est que finalement, ces gens qui vivaient dans des conditions, et qui vivent toujours dans des conditions très difficiles, de chômage exacerbé par rapport au taux national, de délinquance, de pauvreté, finalement, ils avaient besoin de se faire entendre. Alors ça s'est passé de cette façon prend régulièrement, elle s'aperçoit que la banlieue existe. C'est 80, c'est 90, c'est 2000, c'est 2005, etc. Dès que les projecteurs sont passés, on s'endort, on oublie. Bien sûr. Donc ce jour-là. Et donc il y a des poussées de fièvre parce que les gens qui habitent ces quartiers en ont marre de souffrir en silence. Voilà, parce que c'est pas traité à la racine. Oui. Parce que c'est pas traité à la racine. C'est vrai qu'on a fait plusieurs diagnostics. Et quand vous faites les enquêtes aujourd'hui, vous posez la question 10 ans plus tard aux gens qui habitent dans ces quartiers populaires, parce qu'on parle de banlieue, évidemment, c'est un terme générique. Les gens vous disent rien n'a changé finalement. Il y a des politiques de la ville qui ont été engagées par des gouvernements successifs depuis 10 ans. On se demande finalement quel est le bilan de ces politiques de la ville. On a voulu injecter de l'argent dans ces banlieues. Est-ce que l'approche économique était la seule approche possible? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus profonds? On parle de discrimination. On parle de difficultés de ces jeunes à accéder à l'emploi. Il faut quand même dire que ce qu'on appelle les jeunes qui avaient 20 ans, en 2000. Mais ils ont 40 2005, ans. Voilà, ils ont 30 ans aujourd'hui. Voilà, et il y a d'autres jeunes qui sont là, qui ont au fond les mêmes problèmes, les mêmes revendications, et qui se sentent de toute façon marginalisés sur le territoire. Il y a des mots qui ne trompent pas. Depuis 2010, 2005, on parle du malaise des banlieues. 10 ans plus tard, on parle encore du malaise des banlieues. On en vient même à parler de territoire perdu de la République. Donc il y a une marginalisation de ces quartiers qui a été entretenue en quelque sorte. Je ne dis pas qu'il y a eu un complot, qu'il y a eu comme ça une décision de les marginaliser. En tout cas, il faut bien reconnaître les échecs successifs qui sont certainement liés à de mauvais diagnostics et qui sont liés certainement aux solutions qui ont été apportées, qui n'étaient pas les bonnes solutions. Alors, il y a la question aussi, vous avez raison, du sentiment d'appartenance d'une catégorie de la population à la France, tout simplement. Et c'est vrai que quand vous entendez dans le discours officiel, le discours politique, parler de jeunes issus de l'immigration à longueur de temps, et ça fait des dizaines d'années que ça dure, vous vous posez la question de savoir quelle est la capacité de ce pays à simplement accepter ces jeunes issus des quartiers populaires comme des Français à part entière. Mais justement, quand on parle de diversité, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle des gens qui habitent dans les quartiers difficiles, les zones urbaines sensibles, comme on les appelle? Est-ce qu'on parle de gens issus de l'immigration? On a l'impression des fois que issus de l'immigration et habitant les quartiers, c'est la même chose. L'amalgame est fait en permanence. C'est incroyable. Ça, c'est reconnaître qu'il y a des ghettos en France. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on parle des Français. Point à la ligne. Et le fait qu'aujourd'hui, François Hollande crée une agence de l'entreprise économique, de la création économique à travers le numérique, qu'on mette en avant la mixité sociale, qu'on veuille que l'État s'ingère dans la carte scolaire. Moi, je suis pour. Aujourd'hui, la carte scolaire, elle doit s'installer comme on installe un transport urbain ou un hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'introduire du mélange dans les écoles. Je crois qu'il faut y aller. Il faut affronter tout ça. Oui, parce qu'avant l'accès à l'emploi, il y a l'accès à l'éducation. De l'autre côté, d'où on sort d'un ministère de l'identité nationale, on sort d'une stigmatisation, on sort de repas à la cantine, pourquoi vous mangez ceci ou vous mangez cela. Les gens se sentent stigmatisés. Donc d'un côté, on met en avant des choses un peu positives, et de l'autre côté, on leur dit, mais vous savez, quelque part, vous n'êtes pas tout à fait comme nous, et puis vous savez, si ça va mal, vous rentrez chez vous. Donc les gens, ils sont quand même assez frileux. Et on parle d'intégration. Là aussi, sur le thème intégration, il y a tout un débat à faire. Oui. Parce qu'on on intègre ces jeunes à quoi, finalement? Ce sont des Français, tout simplement. Voilà. Et puis pendant qu'on parlait, je voyais à l'image Manuel Valls, Premier ministre. Alors Manuel Valls, Premier ministre, pour moi, il a été décevant en termes de politique de banlieue, parce que lui, le maire d'une ville connue, la ville d'Evry, député maire, il aurait pu être beaucoup plus sensible à ces questions. Et alors, sous l'effet de la crise économique, sous l'effet de la menace terroriste, sous l'effet de la pression migratoire que la France est en train de subir, et puis sous l'effet de son virage libéral, il a fait quelques reculades qui ont fait que finalement, la gauche au gouvernement n'a pas porté cette politique, cette thérapie sociale à l'égard de la banlieue qu'elle aurait dû porter lorsque François Hollande avait... C'est vrai qu'on attendait une ambition un peu plus forte. On attendait
quelque chose de beaucoup plus fort. Oui, cette Chloé déception, Lodreau. elle se ressent dans certains des dessins. On a posé la question à nos dessinateurs, la crise des banlieues, 10 ans après. On a d'abord reçu ce dessin assez humoristique de Dilemme qui dessine pour le journal indépendant Liberté. 10 ans après les émeutes des banlieues, une voiture qui semble prendre feu et le jeune homme qui dit au policier « c'est juste le voisin qui démarre sa Volkswagen ». Sur ce dessin de Mikaya qui a fait ce dessin juste pour l'émission, banlieue, ce qui a changé 10 ans après les émeutes, on a l'impression que rien n'a changé. Si on regarde la petite bulle, tous les banlieusards ne sont pas des émeutiers. Ça, c'était ce qu'on disait en 2005. Et aujourd'hui, tous les banlieusards ne sont pas des djihadistes. Ça, c'est un petit clin d'œil aux déclarations d'Harlem Désir. Ouais, un petit peu. Alors, notre dessinateur français Julien Revenu, qui a fait cette BD Ligne B, qui revient justement 10 ans après les émeutes. Quelle est la France des banlieues aujourd'hui? La ligne B du RER pour les gens qui ne sont pas parisiens. Il y avait la déclaration de Malek Bouti. Oui, pour les terroristes. Les quartiers populaires produisent des terroristes aujourd'hui. Autrefois, c'était les hommes métiers. Et donc, révolte des banlieues 10 ans après. J'aime beaucoup ce dessin. La légende dit « On a bien fait de choisir une berline, ça fait plus anniversaire ». Donc, un petit trait d'humour, encore une fois. Je voulais juste finir sur ce dessin qui a été envoyé par notre dessinateur israélien Michel Kishka. C'est un petit peu le côté positif de cette question. C'est Mehdi et Badrou, alias les Kids, qui sont des journalistes passés sur France Inter, au Bondi Blog également. Et c'est ce côté positif de ce qu'on peut faire quand on a envie de se sortir de la banlieue. Et c'est vraiment des gens très talentueux et je voulais montrer ce dessin qui leur rend hommage. Merci beaucoup, c'est la fin de cette semaine dans le monde. On va jeter un œil sur les médias tout de suite. Un œil sur les médias, c'est avec Anthony Saint-Léger ce soir. Bonsoir. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Et on va commencer avec Thomas Fabius, fils du ministre français des Affaires étrangères, visé par un mandat d'arrêt américain. Oui, alors pendant que Laurent Fabius était à Vienne pour tenter de trouver une solution à la crise, eh bien rien ne va plus pour cet amateur de roulette russe, puisque en cause, il aurait signé des chèques sans provision d'un montant de 3 millions de dollars à Las Vegas lors de virées dans des casinos. Alors c'est plutôt mal passé, mais ça a fait rire les internautes, notamment par exemple cet internaute qui a pu détourner cette photo. On voit ici les Fabius spécialisés dans le bois. Laurent qui dit « moi c'est la langue », Thomas qui dit « moi ce sont les chèques ». Il faut dire que ce n'est pas la première affaire de ce type pour Thomas Fabius, comme nous le rappellent nos confrères du Monde, qui titrait déjà en 2013 « Thomas Fabius, l'enfant terrible ». Alors il y a plusieurs affaires autour de détournement de fonds, de soupçons, de faux, de tricherie, également aussi d'escroquerie. Voilà, ça tombe assez mal. Et puis alors il y a eu peu de réactions politiques en France, si ce n'est celle du Front National qui appelle carrément à la démission de Laurent Fabius, de quoi faire ironiser notre confrère Jérôme Godefroy, qui réclame, donc le FN qui réclame la démission de son père. C'est une obsession au FN, tuer le père, évidemment, en référence à la récente démission de Jean-Marie Le Pen, exactement. Et puis les internautes aussi s'en sont amusés. Thomas Fabius, c'est un comique croupier, ou encore cet autre internaute. Mais non, c'est un chic type, évidemment, ironie. Et puis Ornicard qui a rebondi sur cette information. Le Congrès relève le plafond de la dette, le Congrès américain. Rien à voir avec Thomas Fabius, donc. Allez, les États-Unis, avec une policière à Washington qui règle une situation de bagarre entre jeunes à sa façon. Une situation de bagarre grâce à une battle de danse. Oui, alors ça s'est passé en début de semaine à Washington, vous l'avez dit, et depuis la vidéo a fait tout simplement le tour des réseaux sociaux. La police a essayé d'intervenir lors d'une bagarre entre deux jeunes adolescentes, et une des adolescentes a trouvé comme moyen de provoquer la policière en lui montrant un clip qui fait vraiment le buzz en ce moment, en la provoquant avec une battle de danse. Et on va regarder tout de suite la réponse de la policière.
C'est plus sympa que les arrestations musclées. N'est-ce pas justement, nous on fera la battle hors antenne si vous le voulez bien. Mais en tout cas, Barack Obama a tout simplement tenu à saluer ce geste. Pour lui, c'était vraiment un geste important, un bon exemple qui contraste justement avec les émeutes, les vidéos de bavures policières et d'émeutes qui tournent ces temps-ci sur les États-Unis. On se rappelle de Ferguson, mais aussi plus récemment en Caroline du Sud, où une jeune lycéenne noire a été ruée de coups par un policier dans sa salle de classe. Alors les internautes ont réagi. Sylvain Henri Cissé, journaliste à Canal+, être jeune vaut mieux que sortir le gun. Ou encore Fabrice Le Petrec qui nous dit c'est quand même plus cool qu'une balle entre les deux omoplates. Et puis enfin, cet autre internaute, et si ça se passait en France, pour lui, c'est l'asile psychiatrique direct pour le policier ou la policière. Alors, je ne suis pas sûre de ça. Allez, les policiers des Alpes-Maritimes ne se sont pas lancés dans la danse, mais dans la pub, ils mettent en garde contre les déguisements dangereux à Halloween. Oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà votre déguisement pour demain, Audrey, mais si vous comptez revenir sur vos terres, sachez qu'il va falloir être prudent, puisque la police nationale des Alpes-Maritimes a tweeté sur son compte officiel « Armes factices, objets dangereux ». Interdit, et c'est du sérieux. Alors on privilégiera par exemple le costume du Joker, mais pas celui du shérif, ou encore celui de ce cafard, mais pas du mafioso armé. Mais c'est très sérieux, puisque pour elle, ça pourrait créer un sentiment d'anxiété parmi la population et créer aussi un sentiment de confusion. Il faut rappeler que le département des Alpes-Maritimes est dans un plan Vigipirate renforcé, et puis qu'en février dernier, lors du carnaval, un étudiant, s'était déguisé dans un des personnages d'Agence Touriste, la série américaine, avec une arme factice, et ça avait créé la panique, et un important dispositif policier avait même été dépêché sur place. Mais il faut dire que la police des Alpes-Maritimes a beaucoup d'humour, je trouve. Regardez ce qu'ils ont également tweeté à la veille d'Halloween. Quel que soit le moyen de locomotion, boire ou conduire, il faut choisir, en détournant légèrement le slogan de la prévention routière, boire ou planer, il faut choisir. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. C'est la fin de cet œil sur les médias. Reste avec nous, l'actualité internationale continue sur France 24.